Ok, c'est bon. Alors, bonjour à tous. Notre cours aujourd'hui va porter sur les troubles des métabolismes. Alors, quels sont les objectifs de notre cours? D'abord, c'est de connaître les principaux troubles des métabolismes, connaître les différentes pathologies qui sont liées à ces troubles et, bien sûr, connaître les principales lésions morphologiques, c'est-à-dire anatomopathologiques, qui sont liées à ces troubles métaboliques. Pour cela, nous allons suivre le plan suivant. Nous allons voir une introduction. Nous allons voir les différents troubles des métabolismes. D'abord, les lipides, qui comprennent la surcharge en triglycérides, en cholestérol et en phospholipides, ainsi qu'en lipides complexes appelés dyslipoïdoses. Après, on passera aux troubles des métabolismes des glucides, qui comprennent le glycogène et les mucopolysaccharides. Et ensuite, on verra les troubles du métabolisme des protides, des sels minéraux ainsi que des pigments. D'abord, il faut savoir que le métabolisme se définit par l'ensemble des modifications chimiques qui se passent dans l'organisme. Et quel est leur intérêt? D'abord, c'est de pourvoir l'organisme en énergie, donc apporter à l'organisme l'énergie nécessaire à son fonctionnement. Il participe également à la formation et l'entretien des tissus. Le métabolisme intervient dans la réparation des tissus lésés, ainsi que dans la synthèse d'hormones et d'enzymes. Il faut savoir que la pathologie métabolique rassemble un ensemble de lésions cellulaires et tissulaires qui peuvent concerner le métabolisme de base, qui correspond à des réactions d'oxydation et de synthèse protéique, ainsi que des métabolismes spécialisés qui concernent les lipides, les protides, les glucides et les pigments, ainsi que les fonctions de reproduction qui correspondent à la division cellulaire. Donc, ce métabolisme ou ces métabolismes sont à l'origine de lésions morphologiques par accumulation de substances normales ou anormales qui peuvent être au niveau intra- ou extracellulaire. Donc, ces substances, elles peuvent être endogènes, c'est-à-dire qu'elles existent à l'intérieur de l'organisme. On peut citer les métabolites intermédiaires et les métabolites qui sont non éliminés, qui persistent dans l'organisme. Et on décrit également les substances exogènes à l'organisme, telles que les médicaments et les corps étrangers. On va définir quelques notions. Donc, on parle de surcharge en cas d'accumulation intracellulaire, c'est-à-dire à l'intérieur de la cellule, d'une substance qui est normalement présente, mais à l'état de trace, c'est-à-dire qu'elle est très minime. Par exemple, la stéatose hépatique, que nous allons détailler par la suite. Ça, c'est la surcharge. Donc, c'est l'accumulation intracellulaire d'une substance qui existe à l'état normal dans l'organisme, mais elle est très, très faible, donc elle est à l'état de trace. On parle d'infiltration lorsqu'il y a accumulation intracellulaire d'une substance qui est absente à l'état normal, c'est-à-dire qui n'existe pas dans ce tissu. Exemple, l'hémochromatose, que l'on va voir après. Et on parle d'imprégnation lorsqu'on a un dépôt extracellulaire, c'est le cas de l'amylose et des calcifications que vous avez déjà traité dans la pathologie extracellulaire. Donc, l'infiltration et la surcharge peuvent entraîner des phénomènes de dégénérescence et de nécrose, c'est-à-dire que la cellule ne va pas supporter cette surcharge et cette infiltration, donc elle va se nécroser et elle dégénère. On parle de maladie de surcharge. Il s'agit donc d'une maladie générale, c'est-à-dire qui peut toucher plusieurs organes et qui correspond donc à une accumulation tissulaire d'une substance qui est quantitativement et qualitativement anormale. Qualitativement, c'est-à-dire que sa quantité, elle est en excès. Ou quantitativement anormale, c'est-à-dire que sa structure n'est pas normale. Donc, ces maladies peuvent être acquises ou congénitales, c'est-à-dire congénitales, le patient il va naître avec, c'est le cas des maladies héréditaires et familiales. Et elle peut être acquise, c'est-à-dire qu'au cours de la vie d'un être humain, il peut être exposé à des agents exogènes qui peuvent être chimiques ou bien physiques.
Donc, nous allons voir ces différents troubles des métabolismes. On va commencer par les lipides. Comme vous le savez, les lipides entrent dans la constitution de toutes les cellules de l'organisme, donc elles ont un rôle très important. Et certains organes sont très riches en lipides. C'est le cas du système nerveux central, la cortico-surrénale et les cellules adipeuses au niveau des graisses de réserve. On a 3 grands types de lipides. Il s'agit des triglycérides ou des graisses neutres, le cholestérol et les lipides complexes. Donc, on va voir la surcharge de chacune d'entre elles. Donc, on va commencer par la surcharge en triglycérides, c'est la plus fréquente et la plus caractéristique. À l'état normal, on retrouve ces triglycérides dans un grand nombre de cellules, c'est-à-dire on peut les retrouver au niveau du foie, des glandes sébacées et de l'intestin. En cas de surcharge en triglycérides, c'est-à-dire accumulation intracellulaire qui est anormale de triglycérides dans la cellule, on parlera de stéatose. Et en raison du rôle important du foie dans le métabolisme des lipides, donc la stéatose va être diagnostiquée et très fréquente au niveau de cet organe, c'est-à-dire du foie. Il faut savoir que la stéatose, comment elle apparaît, en fait, c'est une conséquence d'anomalie. C'est une conséquence d'anomalie au niveau du métabolisme de ces acides gras depuis leur entrée dans la cellule jusqu'à leur sortie sous forme de lipoprotéines. Donc, chaque étape du métabolisme de ces triglycérides peut être le siège d'une anomalie. Et cette anomalie va être responsable d'une accumulation des triglycérides dans les cellules hépatiques et qui est responsable de ce qu'on appelle la stéatose hépatique. Donc justement, on va prendre comme exemple d'une surcharge en triglycérides qui est très fréquente, c'est la stéatose hépatique. Donc elle est définie comme étant une accumulation de triglycérides dans le cytoplasme des hépatocytes qui normalement n'en contiennent que des traces, c'est-à-dire qu'on a juste un tout petit peu de triglycérides dans les cellules hépatiques. Et quand ils s'accumulent dans le cytoplasme, on aura ce qu'on appelle une stéatose. C'est une surcharge parce que c'est une accumulation intracellulaire. Elle est fréquente, elle peut être isolée, c'est-à-dire être seule. La stéatose peut être seule ou bien être associée à d'autres anomalies de la morphologie hépatique. Notamment, on peut citer la cirrhose. Voilà, donc ça, c'est une pièce d'hépatectomie, donc c'est un foie qui est stéatosique. Comment il apparaît? Donc, c'est un foie qui est mou, sa consistance elle est molle, il est volumineux, donc on parle d'hépatomégalie, avec une capsule de Gleason qui est tendue. La coloration elle est pâle, jaunâtre. Le bord inférieur, il est mousse, c'est-à-dire il n'est pas tranchant, il est arrondi. Et la tranche de section est onctueuse et au maximum, on aura l'aspect d'un foie gras. Donc à la tranche de section, sa tranche de section, elle graisse le couteau et lorsqu'on applique du papier sur cette tranche de section, elle va le tacher. Donc voilà, on a cette tranche de section de notre foie qui va présenter un aspect luisant, c'est-à-dire qui est brillant, dû à la surcharge en triglycérides. Sur le plan histologique, vous savez qu'en anapath, je pense que vous avez fait parmi les premiers cours, quand on fait des prélèvements macroscopiques, après, il va subir ce prélèvement en différentes étapes de déshydratation et après inclusion en paraffine pour pouvoir être coupé. Et cette inclusion en paraffine va nous donner cet aspect de stéatose, qui sont des vacuoles qui sont optiquement vides, c'est-à-dire qu'elles sont, c'est comme des trous en fait. Il n'y a rien du tout, donc elles sont optiquement vides. Et comment on peut mettre en évidence cette stéatose? On va congeler le tissu et on va utiliser des colorations spéciales telles que le noir Soudan, le Soudan 3, l'oil red O et le rouge Soudan. Il faut savoir qu'on a deux types de stéatose. On a la stéatose macro-vacuolaire et micro-vacuolaire. Alors,
Pour la stéatose microvacuolaire, ce sont de volumineuses vacuoles intracytoplasmiques et cette vacuole a tendance à rejeter le noyau en périphérie. Il faut savoir que c'est la forme la plus fréquente de stéatose. Elle peut être due à une intoxication alcoolique, l'obésité, le diabète. Cliniquement, le patient va présenter une hépatomégalie et on peut avoir des petites perturbations du bilan hépatique. Ça, c'est la stéatose macrovacuolaire. Ici, le deuxième type de stéatose, c'est la stéatose microvacuolaire. Donc, on a de multiples petites vacuoles intracytoplasmiques avec un noyau qui reste en position centrale. Parmi les causes de cette stéatose microvacuolaire, on a la stéatose aiguë gravidique qui survient au cours de la grossesse. Elle peut être d'origine médicamenteuse ou elle se voit également dans le syndrome de Rey. C'est une maladie pédiatrique caractérisée par une atteinte hépatique. Cliniquement, c'est une forme qui est assez grave. Donc, cliniquement, c'est une forme assez grave parce qu'elle est responsable d'une insuffisance hépatocellulaire sévère qui peut aboutir au décès du patient. Voilà. Donc, il faut savoir qu'en fonction de la répartition de cette stéatose dans le lobule hépatique, ça peut orienter vers la cause de cette stéatose. Lorsque cette stéatose, elle est périlobulaire dans le lobule hépatique, elle est d'origine nutritionnelle, c'est-à-dire elle est due à une carence nutritionnelle. Lorsqu'elle est autour de la veine centrolobulaire, donc on dit que la stéatose, elle est centrolobulaire, elle se voit au cours de l'hypoxie. Et lorsqu'elle est diffuse, donc elle est partout, c'est qu'elle est d'origine toxique. Quelle est la pathogénie de la stéatose? Donc, qu'est-ce qui fait qu'il y aura apparition de la stéatose dans le foie? Donc, cette stéatose, elle est témoin d'une augmentation de la quantité absolue des triglycérides. Donc, qui dit stéatose dit augmentation du taux de triglycérides. Et cette augmentation peut se produire par plusieurs mécanismes. Donc, on peut avoir soit une augmentation de l'apport de triglycérides, c'est-à-dire un apport accru en triglycérides à une cellule dont les capacités métaboliques sont intactes, c'est-à-dire que la cellule fonctionne normalement, mais elle reçoit trop de triglycérides. C'est le cas de la stéatose hépatique au cours de l'obésité et du diabète. On peut, dans un deuxième cas de figure, avoir un apport normal en triglycérides, mais la cellule, ses capacités métaboliques sont diminuées, c'est-à-dire que la cellule ne fonctionne pas normalement, mais et l'apport en triglycérides, il est tout à fait normal. C'est le cas de l'hypoxie dans le foie cardiaque au cours des intoxications médicamenteuses ou alcooliques et en cas de diminution de synthèse des VLDL qui permettent le transport des triglycérides en cas de dénutrition protéique. Il faut savoir que la stéatose, elle est réversible, c'est-à-dire qu'on peut revenir en arrière si la fonction cellulaire n'est pas altérée. Et bien sûr, à condition que la cause ou le facteur étiologique disparaisse. Donc, par exemple, la stéatose qu'on voit au cours des intoxications éthyliques, c'est-à-dire par excès d'alcool, elle peut disparaître lorsqu'il y a sevrage, c'est-à-dire arrêt de consommation d'alcool. Donc ça, c'était la surcharge en triglycérides. Maintenant, on va passer au cholestérol. Donc, pour rappel, le cholestérol, il a une double origine, soit un apport alimentaire ou une synthèse endogène, c'est-à-dire l'organisme, il est capable de synthétiser le cholestérol. 7% du cholestérol circule dans le plasma lié aux lipoprotéines LDL. Le taux de cholestérol, il dépend de sa synthèse, c'est-à-dire de sa production, et de son catabolisme, c'est-à-dire de sa destruction. Donc, plus il sera synthétisé, plus le cholestérol va augmenter. Plus il sera catabolisé, plus il va diminuer. Donc, on décrit comme surcharge en cholestérol l'athérosclérose, qui est une surcharge en cholestérol et des dépôts lipidiques qui survient dans les vaisseaux. Donc, et il va y avoir, par la suite, vous allez vous faire le cours sur l'athérosclérose. Donc, nous n'allons pas aborder la question ici.
Donc, parmi les surcharges en cholestérol, qui se voient dans d'autres tissus que dans les parois artérielles, on peut citer l'exanthome. Alors, l'exanthome, c'est quoi? Macroscopiquement, c'est des petites lésions jaunâtres. Donc ici, on la voit au niveau palpébral et qui est due à une accumulation de cholestérol et de couleur jaune. Sur le plan microscopique, c'est-à-dire ce qu'on voit au microscope sur des lames colorées à l'hématéine et aux zymes, donc le cholestérol, on peut le voir soit en intracellulaire ou extracellulaire. En intracellulaire, alors on a ces cellules-là, ces petites cellules qui sont clarifiées. Donc ces cellules, elles sont le siège d'une surcharge en cholestérol. C'est ce qu'on appelle des cellules spumeuses ou qui présentent un aspect cytoplasmique mousseux. Et lorsque les dépôts de cholestérol se font en extracellulaire, on aura des cristaux. Des cristaux qui se présentent sous forme de longues aiguilles lancéolées à bout carré et qui est caractéristique donc, de ces dépôts extracellulaires de cholestérol, et ils vont provoquer une réaction macrophagique à corps étranger, parce que l'organisme va les considérer comme un corps étranger et il va développer une réaction macrophagique. Donc, le cholestérol, il est dissous par les techniques habituelles en anapathe et on n'observe que des empreintes de ces dépôts, c'est-à-dire on aura des signes indirects, comme les cristaux qu'on voit tout à l'heure. En fait, c'est un signe indirect de cholestérol. Quelles sont les étiologies ou les causes de ces surcharges en cholestérol? Donc, elles peuvent être secondaires par augmentation d'apport, en cas d'excès alimentaire, au cours du diabète ou syndrome néphrotique, par lyse cellulaire, c'est-à-dire destruction des cellules dans les processus tumoro-cancéreux. Et on peut voir des surcharges primaires, c'est l'exanthomatose essentielle, c'est-à-dire que c'est congénital, le patient va naître avec cette anomalie. C'est le cas des mutations des gènes codants pour le récepteur membranaire LDL au cours des hypercholestérolémies familiales. On peut avoir un défaut en HDL au cours de la maladie de Tangier, un déficit enzymatique lysosomial dans la maladie de Wolman et une structure anormale du cholestérol qui se voit dans l'adrénoleucodystrophie. On va passer au troisième type de surcharge en lipides, donc c'est les lipides complexes ou dyslipoïdoses. Donc elles sont appelées lipidoses ou dyslipoïdoses héréditaires, elles sont très rares et elles sont dues à un déficit en enzyme lysosomiale. Donc les surcharges, elles se font surtout dans le système réticulo-ischiocytaire, donc qui touche la rate, la moelle osseuse, le ganglion et surtout les neurones, et on parlera dans ce cas-là de neurolipidose. La principale surcharge ou dyslipoïdose qu'on peut décrire, c'est la maladie de Gaucher. La maladie de Gaucher, elle touche l'enfant, elle se manifeste par une hépatosplénomégalie et adénomégalie, et elle est due à un déficit d'une enzyme lysosomiale qui est la glucocérébrosidase. Histologiquement, elle est caractérisée par la présence de ce qu'on appelle la cellule de Gaucher. Donc, c'est un histiocyte qui présente des vacuoles, un macrophage ou un histiocyte qui est multivacuolé. Ici, donc, on voit ces amas de cellules de Gaucher qui sont caractéristiques de la maladie de Gaucher. Après avoir vu donc le trouble des métabolismes des lipides, on va passer au trouble des métabolismes des glucides. On va commencer par le glycogène, qui est un constituant normal de la plupart des cellules. Il est constitué d'une longue chaîne ramifiée de glucose polymérisé. Donc, il faut savoir que le glycogène, c'est la forme de réserve des glucides. Donc, les glucides se mettent en réserve sous forme de glycogène. On le retrouve surtout au niveau du muscle strié et du foie. Et sa synthèse, comme vous le savez, elle est contrôlée par deux hormones qui sont le glucagon et l'insuline. Alors, les anomalies au cours de ces troubles du métabolisme intéressent essentiellement la synthèse, c'est-à-dire la production et la dégradation du glycogène.
Le glycogène, donc, il peut s'accumuler au niveau du foie, du rein et du cœur. Le foie, il devient volumineux avec un aspect histologique clair des hépatocytes. Le rein également, il devient très gros avec une surcharge au niveau des tubes contournés du rein. Et le cœur, donc, qui va présenter une cardiomégalie. Il va présenter une cardiomégalie et une vacuolisation des fibres myocardiques. Quelles sont les étiologies ou les causes du trouble du métabolisme du glycogène? Elle peut être secondaire au cours du diabète ou de certains cancers du rein, comme on peut citer le carcinome à cellules claires du rein, ou bien ces surcharges peuvent être primitives, c'est-à-dire congénitales. C'est ce qu'on appelle les glucogénoses. Ce sont des maladies héréditaires, rares toujours, par déficit enzymatique. Il existe environ il existe plus d'une dizaine de glycogénoses congénitales et qui correspondent donc à des déficits enzymatiques avec des manifestations cliniques variables. Donc, en fonction de la prédominance de l'atteinte des organes, on distingue la maladie de von Gierke ou polychorie hépatorénale, c'est-à-dire on a une atteinte du foie et du rein ici. On cite la maladie de Pompe où il y a prédominance de l'atteinte cardiaque. Voilà, sur le plan histologique, comment se présente la glycogénose hépatique. Donc, ce sont des cellules qui sont augmentées de taille, elles sont claires, voire optiquement vides, c'est-à-dire elles correspondent à des vides, et ça contraste donc avec la netteté de la membrane cytoplasmique, c'est ce qu'on appelle l'aspect de cellules végétales. Le noyau, il est souvent en périphérie, donc il est excentré, il est hyperchromatique ou parfois clarifié. On va mettre en évidence par les colorations spéciales ce glycogène. Donc, il est difficile à mettre en évidence parce que le glycogène, il est soluble dans l'eau. On doit utiliser des fixateurs spéciaux, tels que les fixateurs alcooliques de Dubosc, Brésil, ou bien il faut carrément congeler le tissu. Parmi les colorations spéciales qu'on peut utiliser, on a l'iode ioduré qui donne une coloration brune, le carmin de Best, une coloration rouge, et le PAS, comme c'est le cas dans notre image, qui donne une coloration pourpre au glycogène. Après, donc, on passe au deuxième type de troubles du métabolisme des glucides. On a les troubles du métabolisme des mucopolysaccharides. Les mucopolysaccharides ou les glycosaminoglycanes sont des polysaccharides qui contiennent des acides aminés. On les retrouve dans les tissus interstitiels et dans le mucus des glandes salivaires, digestifs et bronchiques. Ils sont mis en évidence pour les mucopolysaccharides neutres par le PAS et pour les mucopolysaccharides acides par le bleu alcyan et le fer colloïdal. Alors, la première pathologie liée au trouble du métabolisme des mucopolysaccharides, on va citer la mucoviscidose. Donc, c'est une maladie familiale, héréditaire, transmise sur le mode récessif. Elle est caractérisée par la sécrétion de toutes les glandes exocrines de mucosité qui sont riches en protéines et elles sont très visqueuses. Et de ce fait, elle sera responsable d'une obstruction canaliculaire multiple et elle touche surtout le pancréas et le poumon. Sur le plan macroscopique, donc au niveau du poumon, on a des lésions inflammatoires et on a une abondance de sécrétions bronchiques. Au niveau du pancréas, donc l'atteinte elle est fréquente, elle est responsable d'une insuffisance pancréatique, c'est-à-dire le pancréas ne va pas fonctionner normalement, et il est responsable également d'une maladie qui est fibrokystique. Sur le plan histologique, on aura une distension des canaux excréteurs, des glandes exocrines, et cette distension, elle est due aux bouchons de mucus qui s'accumulent dans la lumière des canaux. Et il donc découlera de ces modifications des infections et des fibroses secondaires. Voilà, donc ça c'est une tranche de section d'une pièce macroscopique d'un poumon. Et donc on a une dilatation de ces bronchioles et qui sont obstruées par ces bouchons muqueux. Voilà, là, cette bronchiole, elle est vide et là, elle est obstruée par un bouchon muqueux. Ça, c'est une image histologique d'un pancréas.
donc qui donne ce qu'on appelle une maladie fibrokystique du pancréas. Effectivement, donc on a des remaniements fibreux, on a une atrophie des canaux ainsi qu'une dilatation kystique. Et on voit bien une accumulation également des sécrétions. Le deuxième type de trouble de métabolisme des mucopolysaccharides, donc après la mucoviscidose, on cite les mucopolysaccharidoses, donc c'est des maladies infantiles rares. Il s'agit d'affections métaboliques héréditaires transmises selon un mode autosomique récessif, sauf pour la maladie de Hunter qui est de transmission liée au sexe. Elle est caractérisée par un déficit congénital d'enzymes spécifiques qui entraîne l'accumulation de polysaccharides dans les tissus avec des manifestations cliniques variables. Donc, on peut citer, on ne fera que les citer, on a deux types de maladies, maladie de Hunter et la maladie de Hurler. Donc, après avoir vu les lipides et les glucides, maintenant, on va passer aux troubles du métabolisme des protides. Donc, vous savez que le métabolisme des protéines joue un rôle essentiel dans le fonctionnement des cellules et des tissus. La pathologie du métabolisme des protéines s'inscrit au niveau cellulaire ou intercellulaire. Au niveau cellulaire, elle va se manifester par une inhibition, c'est-à-dire elle va être empêchée, donc une inhibition de synthèse, une perturbation de l'excrétion et une accumulation de protéines dans le réticulum endoplasmique. En intercellulaire, elle va se manifester par des dépôts pathologiques de protéines. On peut citer l'amylose, la fibrose, la hyalinose, qui ont déjà été traités dans le cours de la pathologie de la matrice extracellulaire. Donc, parmi les troubles du métabolisme des protides, on va citer la goutte. Donc, c'est une maladie assez fréquente. Elle est donc un trouble du métabolisme des purines, donc qui est caractérisé par une hyperuricémie, c'est-à-dire c'est une augmentation de l'urée dans le sang. Elle est due, donc elle va se manifester par un dépôt d'acide urique dans les tissus. Macroscopiquement, donc elle siège au niveau des articulations distales, surtout des mains et des pieds, et elle va se caractériser par un gonflement et une tuméfaction qui est rouge, douloureuse des articulations. Sur le plan histologique, donc sur une lame colorée à l'hématéine et eosine, on aura ces dépôts qui sont d'aspect peigné, peu colorables. Ce sont des cristaux d'urate qui s'accumulent dans le tissu interstitiel et elles sont considérées comme un corps étranger. Voilà, donc on a cet aspect peigné ici. Et on aura une réaction macrophagique à corps étranger contre ce dépôt d'urate. Maintenant, on va passer au trouble du métabolisme des sels minéraux. Donc, on va citer le calcium. Donc, ce sont des dépôts intratissulaires anormaux de calcium. On les voit dans deux circonstances. On a ce qu'on appelle les calcifications dystrophiques et les calcifications dites métastatiques. Les calcifications dystrophiques, elles se voient dans des tissus lésés, c'est-à-dire qui sont détruits au sein de la nécrose. Et dans ce cas de figure, le taux de calcium dans le sang, il est normal. La calcémie, elle est normale. Dans le deuxième cas de figure, c'est-à-dire les calcifications dites métastatiques, le tissu, il est sain, il n'est pas altéré. Et par contre, ici, on a une élévation anormale du taux de calcium dans le sang. Sur le plan macroscopique, on a une induration, donc les tissus sont de consistance dure, avec une coloration blanc opaque, pierreuse. Elle rappelle la consistance d'une pierre. Sur le plan histologique, donc on a des dépôts calciques qui apparaissent denses, amorphes ou bien finement granulaires de couleur bleu, noir ou violacé. On va voir des images. Ici, donc, on a un tissu qui est fibrosé, donc il est altéré, il est lésé, et il est siège de ces dépôts calciques. Ce sont les calcifications dystrophiques qui sont de couleur violacée. Ici également, on a un autre exemple de dépôt de calcification dystrophique qui se voit au sein de la nécrose. Donc, c'est un tissu qui est lésé. On a de la nécrose. On va passer maintenant au trouble du métabolisme des pigments. Il faut savoir que les pigments peuvent être d'origine endogène, c'est-à-dire à l'intérieur de l'organisme, ou bien exogène, qui viennent de l'extérieur. La surcharge endogène, donc il s'agit d'une substance normale, peut-être normale,
elle est produite en quantité normale ou augmentée, mais le métabolisme n'est pas adapté. C'est le cas, par exemple, de la bile au niveau du foie, qui est peut-être responsable de ce qu'on appelle la cholestase. Il peut s'agir d'une substance endogène normale ou anormale qui s'accumule en raison d'anomalies génétiques ou acquises de son métabolisme, de son transport. Donc, désolé pour cette coupure. Donc, tout à l'heure, on parlait des troubles du métabolisme des pigments. Donc, on disait qu'ils pouvaient être d'origine endogène ou exogène. Endogène ou exogène. Donc, pour les surcharges d'origine endogène, la substance peut être normale, donc produite en quantité normale ou augmentée, mais le métabolisme de la cellule n'est pas adapté. C'est le cas de la cholestase par accumulation de bile. Il peut s'agir également de substances endogènes normales ou anormales qui s'accumulent en raison d'anomalies génétiques ou bien acquises de son métabolisme, de son transport ou de l'excrétion de cette substance. C'est le cas du fer qui va être responsable d'une maladie qui s'appelle l'hémosidérose. On peut avoir des surcharges d'origine exogène. Donc c'est une substance qui vient de l'extérieur, qui est anormale et qui s'accumule. C'est le cas des particules de carbone et de silice. Alors, pour les surcharges d'origine endogène, donc on va commencer par les surcharges en fer. Les surcharges ferriques correspondent à des maladies qu'on appelle sidérose ou hémosidérose. Donc elles se caractérisent par l'accumulation d'hémosidérine, qui est un pigment de couleur brun jaunâtre et qui provient de l'hémoglobine. Il dérive donc de l'hémoglobine. On distingue l'hémosidérose généralisée lorsqu'elle atteint plusieurs organes ou bien l'hémosidérose localisée lorsqu'elle touche un seul organe. Alors, ici, on a une tranche de section d'un foie qui est le siège d'hémosidérose. Donc, il a une coloration, ce foie brun-rouille. Il est de consistance ferme et il est le siège d'une cirrhose. Voilà. Ici, on a une photo histologique d'une lame qui est colorée à l'hématéine éosine et elle est caractérisée par donc ce pigment, cette surcharge en fer des cellules hépatiques et au niveau des cellules de Kupfer. Vous savez qu'au niveau du foie, les macrophages sont appelés cellules de Kupfer. Donc, on aura une accumulation du fer au niveau des cellules hépatocytaires et au niveau de ces macrophages appelés cellules de Kupfer. Et en général, ces hémosidéroses sont accompagnées de lésions du foie qui s'appellent la cirrhose. La cirrhose, c'est des travées de fibrose qui vont dessiner des nodules hépatiques. Alors, ici, on a une vue un peu plus agrandie de ce dépôt de fer à l'intérieur des hépatocytes. Et on peut s'aider de coloration pour mettre en évidence ce fer. Donc, c'est ce qu'on appelle la coloration de Pearls, qui va donner une coloration bleutée à ces dépôts de fer à l'intérieur des hépatocytes. Voilà. On va citer un deuxième exemple de surcharge d'origine endogène des pigments. Donc, tout à l'heure, on a parlé du fer. Maintenant, on va parler de la surcharge en bile. C'est la bile qui est produite au niveau du foie. C'est ce qu'on appelle la cholestase. Donc, c'est une accumulation visible de la bile dans le tissu hépatique. Elle résulte de deux mécanismes. Soit c'est un dysfonctionnement
des cellules hépatocytaires d'origine virale ou toxique, c'est-à-dire que les cellules hépatocytaires, lorsqu'elles sont exposées à un virus ou à une substance toxique, elles vont mal fonctionner et elles vont être responsables de l'apparition d'une cholestase. Ou bien, cette cholestase, ou accumulation surcharge en bile, elle peut être secondaire à un obstacle des voies biliaires intra- ou extra-hépatiques. C'est-à-dire qu'on aura un obstacle au niveau des voies biliaires. Ça peut être une lithiase. La lithiase, donc, c'est un calcul qu'on va retrouver dans les voies biliaires. Donc, ça va boucher les voies biliaires et ça va être responsable d'une stase de la bile en amont. On peut avoir une tumeur qui peut être à l'intérieur des voies biliaires ou à l'extérieur et qui va comprimer donc ces voies biliaires et empêcher le passage de la bile et va être responsable d'une cholestase. Voilà, donc ici, on a une tranche de section d'un foie, qui est le siège d'une cholestase, avec ses travées fibreuses qui dissèquent ce foie, et on voit bien qu'il est de couleur anormale, donc il est de coloration verte, et cette coloration verdâtre, elle est due à l'accumulation de la bile, donc c'est ce qu'on appelle la cholestase. Sur le plan histologique, l'accumulation de la bile dans le foie va être représentée par des amas de bile qui sont de couleur foncée, brunâtre, verdâtre, et qui siègent au niveau des canalicules inter- et intra-hépatocytaires, ainsi que dans les hépatocytes. Donc, on a vu la surcharge de pigments endogènes, qui soit le fer ou la bile. Maintenant, on va voir les surcharges exogènes. On va citer l'anthracose. L'anthracose, donc, c'est juste des poussières de l'environnement, donc qui sont dues à la pollution. Et cette anthracose, elle va s'accumuler dans les alvéoles pulmonaires. Donc, elles correspondent à des accumulations de charbon dans le poumon et dans le système de drainage lymphatique. C'est-à-dire, on va les retrouver dans le poumon et dans les ganglions. Et cette surcharge en charbon va être responsable d'une coloration noirâtre. Donc, ici, on a une image histologique d'un poumon où on voit bien ici ces alvéoles. Et dans ces alvéoles, on a ce pigment qui est noir. Et ce pigment noir, ça correspond à de l'anthracose. En fait, l'anthracose, ça correspond à des poussières de la pollution environnementale qui vont être présentes au niveau du poumon et qui vont surcharger les macrophages. Voilà, donc on termine notre cours par une conclusion. Donc les troubles du métabolisme, vous avez vu, sont très variés. Il y a de nombreux troubles du métabolisme, des lipides, des glucides, des protides, les pigments, les sels minéraux, et ils sont responsables de maladies qui peuvent être acquises ou congénitales par des déficits enzymatiques. Leur expression clinique et leur aspect morphologique sont très variables. Et la connaissance de ces différents aspects morphologiques est très important pour pouvoir confirmer le diagnostic lorsque d'autres mesures diagnostiques ne sont pas disponibles. Et elle permet également, cette étude morphologique des lésions, de faire un bilan précis afin d'évaluer donc les éventuelles classifications pronostiques qui vont nous évaluer donc la gravité des conséquences de ces troubles métaboliques sur l'organisme qui est atteint par ces troubles. Voilà, je vous remercie. Avez-vous des questions ?
que des questions, je crois, ici. Questions? Si vous avez des questions, n'hésitez pas.